Je pense qu'on va commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Laroche, je suis coordonnateur de la plateforme de bioinformatique ici à l'IBIS. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Aujourd'hui, en fait, ça fait un bout de temps que je prépare, je veux faire cette présentation-là. Il y a eu beaucoup de changements à la plateforme. Puis, on est maintenant en transition. Je dirais que vous pouvez encore continuer d'utiliser les outils de la plateforme tels que vous le faisiez avant. Mais il y a d'autres outils aussi. Il y a un autre environnement qui est disponible, qui est accessible pour vous autres. Puis on s'en va graduellement vers une utilisation complète dans cet environnement-là. C'est important pour vous d'avoir des formations, d'avoir de l'information sur où on s'en va. Ça amène, il y a des changements. Ça va vous amener des changements, mais je pense que c'est pour le mieux. Bon. Les objectifs de ma présentation aujourd'hui, c'est faire connaître les ressources de calcul offertes dans l'environnement de Valeria et de favoriser leur utilisation. Donc, comme je vous disais, c'est qu'on est en transition. On a un serveur qui est déjà installé là-bas. Il y a déjà des ressources de Valeria dans lesquelles que vous pouvez utiliser, des serveurs là-bas, CPU, GPU, il y a de l'espace de stockage. Il y a d'autres outils que je vais vous expliquer là, dans le courant de la présentation. Donc, c'est pour vous amener à utiliser ça parce que c'est des excellents outils. C'est soutenir aussi les utilisateurs de la plateforme de bioinformatique dans le développement de leurs compétences à utiliser ces ressources. Donc, on sait qu'il y a quand même un saut à faire là, pour tomber dans cet environnement-là. Donc, vous allez être en appelle en cours d'apprentissage. Et qu'il y a toujours un peu des blocages, des affaires que vous ne connaissez pas, des trucs, des irritants qu'il faut apprendre. Donc ça, on est là pour ça. On veut du travail, là. On veut que vous vous fassiez travailler. On est une bonne équipe. Il y a des gens de Valeria aussi qui sont avec nous autres. C'est important de poser des questions, c'est important de faire des essais, puis de nous solliciter là, si vous avez des questions. Ah oui, en passant, on a fait le déménagement des serveurs puis nos équipements 10 dans une nouvelle salle de calcul du bâtiment qui s'appelle le CII, c'est le Centre des infrastructures informatiques. C'est tout notre équipement, nous, de l'IBIS, qui est rendu là. Catac, Manitou, le nouveau serveur TOT, nos espaces disques, nos serveurs virtuels, nos librairies d'archivage sont rendus là aussi. OK, la situation actuelle pour nous ici à l'IBIS, donc notre parc d'équipement, donc tous nos serveurs, nos systèmes de stockage de disques, nos serveurs virtuels, on a tout envoyé ça dans le CII. Pourquoi on a fait ça? Parce que la salle qui était ici, c'était une salle qui n'était pas dédiée à supporter à héberger des infrastructures informatiques de haut niveau. Donc, il y avait un danger ici, en cas de fausse alerte d'incendie, des gicleurs qui peuvent partir à tout moment. Il y avait une limitation aussi au niveau de la capacité électrique. Donc, on était déjà en processus de développer ou d'aménager une nouvelle salle ici à l'IBIS. Puis on a eu un coup de fil des gens de la DTI qui nous ont dit pourquoi pas vous emmener dans les salles qui sont vraiment dédiées pour ça sur le campus. Donc, ça a été un gros travail. Là, ça a été échelonné au-dessus d'une année pour tout réfléchir à la stratégie de déménagement de ces équipements-là. Donc, actuellement, on a 3 serveurs, nous, à l'IBIS. Vous les connaissez, Catac, un serveur qui a 10 ans maintenant, Manitou, 7 ans, et TOT, qui a 1 an. Donc, des serveurs qui sont encore utilisés, sont encore fonctionnels, et encore pour un certain temps pour Catac, parce que, comme vous le savez, sur vos ordinateurs, vos appareils mobiles, vous avez à faire des mises à jour. Vous avez à changer des trucs du système, des librairies. Puis le serveur, lui, il ne change pas. Il y a toujours les mêmes processeurs, il y a toujours les mêmes équipements matériels. À un moment donné, il y a des logiciels qu'on appelle les librairies, le système d'exploitation, on ne peut plus le mettre à jour. Puis à un moment donné, souvent pour cette raison-là, on doit mettre en service un appareil. On appelle le décommissionner, c'est peut-être un anglicisme, mais
On appelle ça le décommissionnage de l'appareil. C'est souvent frustrant parce qu'on dit, il pourrait servir encore, mais voyez-vous, on n'a pas le choix. Katak, on est sur le bord d'arriver à cette situation-là avec lui. Manitou, il peut encore servir quelques années. Et puis Todd, il y a 1 an, donc on a un bon 10 ans encore devant. Todd, en passant, c'est un serveur de 288 cœurs, presque 5 Tera de mémoire vive, 6 GPU. Donc, juste à lui seul, il est supérieur à Katak et Manitou ensemble. Donc, on fait plus que doubler la capacité de calcul avec ce serveur-là. Pourtant, ce qu'on observe depuis qu'on l'a mis en service, un peu moins d'1 an, mais Manitou est surchargé, il y a des files d'attente, et Todd, lui, il est là, puis il attend qu'on le sollicite. C'est un peu ça le but aussi de ma présentation, c'est vous introduire un nouvel environnement pour que vous puissiez aller utiliser ce serveur-là qui est beaucoup plus rapide, capacité très grande, il n'y aura plus d'attente pour un certain temps. Notre espace de stockage, ici à l'Ibis, on a un espace de stockage de 850 Tera. On a plus que la moitié de cet espace-là qui doit être remplacé, qui a atteint la durée de vie de 10 ans. Donc, il faut penser à remplacer. On a déjà commencé à avoir des bris de disques qu'il faut changer, qu'il faut remplacer. Pour l'instant, donc, à cause du formatage en système RAID qu'on utilise, il faudrait perdre 3 disques simultanément pour commencer à perdre des données. Puis ça, on a peu de chances que ça arrive, mais il y a quand même des coûts inhérents au remplacement des disques quand ils brisent. Donc, on se dit qu'à un moment donné, on est rendu au point où il faut changer l'équipement. Maintenant, l'environnement de Valeria. Quel intérêt vous auriez à utiliser, à migrer vers cet environnement-là? Comme je l'ai dit depuis tantôt, accès au serveur Todd de l'Ibis. Donc, c'est pas rien, on a fait cette migration-là, donc l'installation de Todd dans l'environnement directement quand on l'a reçu dans l'environnement. On appelle ça la fabrique réseau de la recherche, de DTI, qui est l'environnement de Valeria. On préférait le faire tout de suite l'installation plutôt que de l'installer ici et de le réinstaller là-bas, parce que c'est quand même assez complexe. Vous avez accès, vous pouvez avoir accès aussi à plusieurs serveurs CPU et GPU de Valeria. Accès à du stockage Lustre et Ceph. Donc, je vais vous expliquer ça plus en détail. C'est quoi la différence dans ces deux systèmes de fichiers-là? De nombreux autres outils disponibles. On parle de Globus, on parle de Jupyter, on parle de GitLab. On va voir quelques diapos là-dessus. Il y a un soutien technique aussi. Donc, de la même façon qu'ici, vous nous écrivez à bioinfo@ibis.elaval.ca, donc notre adresse générique pour notre système de soutien technique. Il y a un système aussi pour Valeria, donc qui utilise l'environnement, c'est Jira. Donc, c'est le même type de soutien, une adresse générique, il y a quelqu'un à l'autre bout qui prend votre requête et qui va vous répondre en général dans les 24 heures. Donc, ce qu'on se rend compte actuellement, donc, je ne sais pas si vous le voyez, là, je l'ai mis en rouge, mais dans le fond, ces ressources-là sont actuellement sous-utilisées. Donc, il faut autant de notre part, pour notre serveur, que les autres appareils de Valeria. Donc, il faut aller utiliser ces équipements-là. Parce que, éventuellement, nous, l'échéancier arrive pour éventuellement que nos serveurs soient plus assez récents pour continuer de les utiliser. Puis notre espace de stockage aussi. Là, je glisse un mot sur l'environnement aussi de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Ça, c'est ce qu'on appelait Calcul Canada. Donc, c'est un changement de nom. Donc, à part ça, je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de changé. Là, j'ai fait une copie d'écran sur la page de foire aux questions de l'Alliance. Une base de données de questions, beaucoup de documentation, c'est très bien fait. Soutien sur les différentes machines, l'installation de librairies ou d'environnements virtuels, comment lancer vos tâches sur les serveurs. Donc,
Puis ça, ben, dans le fond, comme je vais vous l'expliquer dans le courant de présentation, ici à l'IBIS, on utilise le système ordonnanceur SLUR. Chez Valeria, c'est la même chose. Puis à l'Alliance numérique, c'est le même ordonnanceur aussi. Donc, c'est le même système pour soumettre vos tâches. Donc, pas de changement de ce côté-là. On va voir, je vais vous montrer graduellement qu'on s'en va vers, on a pris des choses qui sont faites à l'Alliance numérique, qui sont déjà utilisées chez Valeria. Donc, nous, on s'en va vers ça, particulièrement pour l'installation des logiciels. Donc, actuellement, donc, vous allez avoir 3 environnements, si on peut dire. Là, dans le fond, il y a nous, à l'IBIS, nos serveurs, Valeria et l'environnement de calcul de l'Alliance numérique. Donc, ça fait quand même beaucoup de ressources là, qui sont disponibles pour vous. Donc, plusieurs serveurs CPU et GPU disponibles, accès à du stockage, connectivité à haut débit, donc pour transférer vos fichiers avec Globus, c'était très bien. Les comptes sont gratuits pour les chercheurs de recherche des universités canadiennes. Et ici aussi, vous avez accès à un soutien technique. Une adresse générique, vous envoyez votre question, il vous répond dans un délai de 24 heures. Donc, chez Valeria, qu'est-ce qu'on a? En gros, bon, les ressources pour le calcul, bon, un serveur qu'on appelle Bigman, donc disponible directement quand vous connectez sur le nœud frontal de Valeria. Donc, on pourrait dire au total, peut-être une dizaine de serveurs avec différentes caractéristiques. 3 serveurs GPU avec un total de 9 GPU. Donc, la classe des Tesla récents. Donc, ça, dans le fond, tout ça mis ensemble, il n'y a pas vraiment de raison pour que les gens attendent encore quand ils font des tâches de calcul ici à l'IBIS sur Kata ou Metro. En plus de ça, chez Valeria, donc, qu'est-ce que vous allez retrouver? Bien, des systèmes de stockage. Donc, on parle de système Lustre. Ça, c'est quand vous vous connectez sur votre compte. Ici, nous, on est en système qu'on appelle NFS. Donc, Lustre, c'est le système de fichiers pour faire du calcul. C'est une technologie différente de ce qu'on utilise aujourd'hui ici à l'IBIS, mais on s'en va, nous aussi, graduellement vers un système comme ça. C'est des systèmes qui sont très robustes quand vous voulez grossir le système de fichiers. Donc, nous, avec NFS, on est bon pour un certain volume d'espace disque, mais quand on veut grossir, on atteint un plateau au niveau de l'efficacité de la lecture et l'écriture sur les disques. Il y a Ceph aussi. Donc, Ceph, c'est un environnement, je dirais, objet, dans lequel vous pouvez stocker des fichiers sur lesquels vous ne travaillez plus beaucoup et vous voulez peut-être les garder à portée de la main. Donc, on ne fait pas de calcul sur Ceph. C'est vraiment, on appelle ça un environnement de données tièdes ou froides. Donc, vous ne faites plus de calcul là, quotidien. Bien là, envoyez ça là-dedans. Parce que dans le fond, on pourrait dire qu'entre les deux, là, je ne connais pas l'ordre de prix, là, mais il y a une différence au niveau du coût de chaque téraoctet. Donc, on a intérêt à garder sur Lustre. On les fichiers qu'on va utiliser souvent. C'est un système qui coûte plus cher, mais quand vous ne l'utilisez plus, bien, vous l'envoyez sur Ceph. Éventuellement, quand vous êtes vraiment certain qu'après 5-6 ans, vous n'utilisez plus ces fichiers-là, bien, là, on peut les emmener sur des plateformes comme l'archivage sur banque cassette comme on a à l'IBIS, ou bien les envoyer sur un système de cloud comme Glacier, par exemple, d'Amazon. Donc, encore une fois, là, les coûts diminuent drastiquement. Donc, il n'y a pas de raison de garder des fichiers qu'on n'utilise plus sur des systèmes à haute performance comme Lustre ou NFS. C'est un gaspillage. En plus de ça, ben, on a d'autres outils. Je ne verrai pas tous aujourd'hui parce que dans le fond, je veux faire des ateliers pour vous amener à comprendre comment utiliser, qu'est-ce que ça fait ces outils-là. Mais dans le fond, bon, les trucs que je vais voir rapidement ici, bon, Globus pour les transferts de fichiers, les Jupyter Hub pour faire du développement de code, faire des présentations, GitLab, vous connaissez tous le système Git. Donc, vous pouvez avoir votre propre GitLab sur les systèmes, travailler sur R. Donc, tout ça est accessible. Vous avez accès à tous vos fichiers qui sont dans votre partition d'utilisateur. En plus de ça, bien, vous avez un accompagnement, des experts ici.
sur le campus qui peuvent vous aider à utiliser ces outils-là. Donc, souvent, ben, nous, on interagit beaucoup avec eux. Bruno, Florent, Laurence, il y a Adrien aussi. Donc, pour l'instant, il y a ça passe beaucoup par nous autres. Quand il y a une question, bon, soit qu'on y répond, soit qu'on réfère aux gens de l'accompagnement chez Valeria, mais éventuellement, ben, vous allez pouvoir, vous pourriez aussi procéder directement avec eux. Donc, le stockage, deux grandes listes, mais dans le fond, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que présentement, dans le lustre de Valeria, il y a 600 Tera. En fait, un système, c'est 671 Tera pour être plus précis. Il y en a à peu près 588 Tera de disponibles. Donc, il y a encore de la place. On va encore utiliser ça pour augmenter nos quotas de groupe. Dans CERN, ben, il y a à peu près 2 pétaoctets disponibles. Donc, il y a beaucoup de place là-dessus. On va voir avec eux comment, on va vous expliquer aussi comment aller porter des fichiers dans ces systèmes-là. Donc, peut-être que ce n'est pas vous qui allez prendre la décision de le faire, peut-être que ça va venir de votre directeur de recherche. Il va vous dire, ben là, j'ai pas d'argent ou j'ai plus d'argent pour acheter, pour augmenter la taille de la partition. On va aller sur CEF maintenant, donc déplacer vos fichiers de cette partition-là. Oui, Eric? Ça serait fun d'avoir une liste de prix de tout ça, entre autres le stockage sur CEF. Oui, on est en train de regarder ça. Je ne fais pas de mention aujourd'hui, je n'ai pas eu les prix là, encore, mais on est en train de négocier ça parce qu'on parle quand même d'une grosse quantité d'espace disque pour accommoder le lit. Donc, en passant, la partition CEF, vous allez avoir visible de votre compte d'utilisateur. Donc, si vous voulez utiliser un fichier, vous allez le chercher sur votre partition CEF, la ramener sur votre partition liste. Donc, tout ça peut se faire de façon très simple. On peut automatiser aussi. Il peut y avoir un dossier dans lequel vous allez déposer des fichiers là-dedans, puis il y a un programme qui va rouler de façon automatique, qui va aller voir s'il y a des fichiers là-dedans. S'il y en a, ben, il va aller les porter dans des containers dans la partition CEF. Donc, ça, c'est juste pour agrémenter la présentation. Donc, l'intérieur, en fait, c'est plus la mécanique. C'est le centre de valorisation des données. Ce qu'on appelle le CVD, c'est celui qui est situé à côté du pavillon de médecine dentaire. Donc, c'est le dernier pavillon d'hébergement d'équipements informatiques de la DPI. Ça, c'est les salles qui contiennent les génératrices, les systèmes de sécurité, les batteries d'urgence, les UPS. Donc, tout ça, c'est tout l'équipement de dernier cri. Cette salle-là, ben, dans le fond, on demande juste à la remplir éventuellement. Donc, comment on fonctionne? Je vais voir avec vous autres comment on fonctionne présentement. Vers où on s'en va. Donc, présentement, à l'IBIS, ben, vous faites un SSH sur chacune des machines de calcul, Katac, Manitou. SSH, votre module sur Katac, le deuxième sur Manitou, puis vous vous connectez sur chacun de ces serveurs-là. Vous lancez vos tâches avec l'ordonnanceur SLUR, qui va aller lire vos fichiers sur votre partition que vous voyez tous. Puis le calcul va se faire. Donc, ça, c'est une façon très simple, mais qui n'est pas l'idéal. Ce qu'on voit ici, c'est que, dans le fond, vous vous connectez directement sur les lieux de calcul. Donc, vous êtes quand même assez bien conscient qu'on doit toujours utiliser l'ordonnanceur SLUR pour lancer une tâche, pour ne pas surcharger la machine. Parce que, dans le fond, l'ordonnanceur, lui, il sait exactement qu'est-ce qui est en train de se faire calculer. Puis vous compétitionnez aussi en même temps quand vous êtes sur votre nœud, quand vous êtes connecté avec la mémoire, avec les processeurs qui sont utilisés par le système. Donc, c'est important de comprendre que si vous lancez une tâche directement dans votre compte sans passer par cela, ben, si vous demandez beaucoup de mémoire, ben, vous pourriez faire cracher l'ordinateur. Donc, ce n'est pas l'idéal de procéder comme ça. On s'en allait vers ça aussi. On avait pensé à ça qu'il fallait un jour le faire. Et on n'a pas eu le temps encore. Donc, et ça s'en vient là, chez Valeria, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, présentement,
serait le topo là, présentement. Là. Vous êtes ici, vous pouvez vous connecter sur les nœuds Katak et Manitou. OK? Pas de changement. Et si vous voulez aller sur Valeria, ben, vous devez aller vous connecter, ce qu'on appelle sur le nœud frontal, directement par SSH ou en vous connectant par Jupyter. Il est accessible par Internet, par le web. Donc, on voit ici que Valeria, la façon que c'est configuré, c'est qu'il y a un nœud frontal. Bon, je ne sais pas combien de cœurs. Généralement, un nœud frontal, c'est très léger, là, quelques cœurs, puis pas tellement de mémoire. C'est vraiment un serveur. Vous vous connectez sur une petite machine, puis la Slurm est installée là-dessus. Lui, il voit qu'est-ce qui est en train de rouler sur le serveur. Donc, le nœud frontal, c'est l'accessibilité aussi. C'est lui ce qu'il voit. Le nœud frontal, c'est qu'il va voir votre stockage, il va voir votre compte, qu'est-ce que vous avez, vos fichiers. OK? Quand vous voulez lancer une tâche, vous formatez votre fichier pour Slurm, SBatch. Lui, il va voir comment les machines sont utilisées. Est-ce que les ressources sont disponibles? Est-ce qu'il y a assez de cœur? Est-ce qu'il y a assez de mémoire? Si oui, ben, il va lancer la tâche. Donc, ici, on a le Superdome. D'autres serveurs aussi qui sont disponibles, comme je parlais plus tôt dans la présentation. Pour ce qui est du stockage, ben, dans le fond, actuellement, quand vous vous connectez sur Valeria, ben, vous pouvez voir votre espace IBIS. Et vous voyez aussi votre espace lustre de Valeria. Donc, toutes ces deux choses-là, dans le fond, vous les voyez. On va avoir des exemples plus loin. Et tout cet équipement-là, dans le fond, là, TikTok, Katak, Manitou, vous l'avez vu dans la salle tantôt, la photo, sont situés un à côté de l'autre. Les serveurs, ben, les autres serveurs là, comme Bigman et d'autres ne sont pas nécessairement dans le CI, ils peuvent être dans le CVD, ils peuvent être au CASO. Donc, il y a 3 grandes salles de serveurs de la DTI. Donc, tout ça, c'est proche, tout ça est hyper connecté, c'est très rapide. Donc, c'est comme s'ils étaient situés un à côté de l'autre. J'avais une question. Oui. Présentement, si on se voit sur Superdome ou Bigman ou les autres, est-ce qu'on a exactement le même environnement logiciel? Oui. Et présentement, si on n'est pas sur Superdome, on est sur un des autres, est-ce qu'on peut voir notre stockage IBIS? Oui. Okay. Oui. On va te montrer ça. Bon. Ça, vers quoi on s'en va? On ne pensait pas le faire tout de suite, mais peut-être que ça va arriver plus vite que prévu à cause justement de notre problématique de stockage. On va se connecter, ben, les utilisateurs vont pouvoir se connecter pour avoir accès à tous les serveurs. Donc, on inclut Katak, Manitou, les serveurs de Valeria, en passant par le nœud frontal. Donc, ça, c'est vraiment. C'est que dans le fond, il n'y aura plus à faire de SSH à katak.ibis.laval.ca. Ça va être vraiment le nœud frontal dont l'adresse est login.valeria.ca. Puis ça, dans le fond, ben, on a défini des partitions Slurm pour le Superdome, pour TOT. Il y a des partitions Slurm aussi pour les autres serveurs de Valeria. Donc, on n'a pas encore tout à fait, là, on ne s'est pas encore arrêté pour décider, bon, de quelle façon est-ce que les gens vont choisir le serveur, ou ils vont plutôt définir les ressources qu'ils ont besoin. Après ça, Slurm, lui, va vous diriger vers la meilleure machine, la machine la plus appropriée. Est-ce qu'on veut combler les gros serveurs en premier? Puis après ça, ben, quand les caliers est plein, on descend vers les serveurs petits. On n'a pas encore réfléchi à ça, mais on va le faire là, en cours de route là, quand la situation va le permettre. Donc, présentement, ben, comme vous voyez, on voit le système de stockage NFS de l'IBIS et le système de stockage juste de Valeria. Donc, on est peut-être que dans un environnement prochain, cet environnement-là ici va disparaître pour agrandir notre partition, notre espace de stockage sur le site. On ne l'a pas fait encore, on est en discussion, mais ça fait partie des possibilités. Une question, Bruno? Quelque chose à dire, c'est le côté accès Internet qui diffère. Katak Manitou ont accès Internet. Ouais. Alors que dans le nouveau paradigme, c'est la Genode qui agit. Je ne sais pas si tu en parles plus tard, mais je voulais juste. Oui, j'en parle un petit peu plus tard, mais je peux en parler maintenant parce que dans le fond, c'est vrai que c'est hyper important. Une façon qu'on a, ben, actuellement, comment on fonctionne, c'est de se connecter sur Katak Manitou.
Vous voulez faire un téléchargement de fichiers, du NCBI, il y a un génome de référence, vous pouvez le faire directement. Vous voulez télécharger vos fichiers que vous avez fait séquencer chez Génome Québec, ou vous avez une procédure de téléchargement direct sur Kata Community. Dans Valeria, dans le fond, c'est seulement le nœud frontal qui a accès à Internet. Quand vous lancez une tâche avec Slurm, vous n'êtes plus connecté sur Internet. Donc, tout le téléchargement doit se faire à partir du nœud frontal directement. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les applications Screen. Vous pouvez utiliser ça pour mettre des tâches en background, déconnecter votre ordinateur, votre terminal, puis la tâche va continuer de se faire. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, de ne pas utiliser Slurm, dans le fond, c'est la différence quand vous voulez faire du téléchargement Internet. Il y a des particularités, des fois, il y a des logiciels qui ont besoin d'avoir une connexion Internet. On a eu des cas comme ça, on regarde ces cas de figure-là, comment on pourrait les régler, comment on pourrait ajuster pour les utilisateurs. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on ne veut pas le faire, là, ça veut juste dire qu'il faut adresser des cas particuliers. Puis ça, bien, plus il y a de monde qui vont venir utiliser les machines, bien, plus on va être capable de comprendre c'est quoi les besoins et de trouver des solutions. Donc, dans le fond, pour utiliser Valeria, il y a une procédure pour ça aussi. C'est vraiment important de comprendre qu'on est conscient que de travailler dans cet environnement-là, bien, ça va apporter des changements. Donc, ça, c'est inhérent à tout changement. Donc, la première chose à faire, c'est vous inscrire. Je vais vous montrer plus tard, dans quelques diapos, le portail de Valeria, puis comment faire pour faire ça. Donc, votre supérieur aussi doit être inscrit. Vous devez dire qui est votre supérieur. Une fois que vous êtes inscrit, bien, vous devez nous demander. Nous, on a essayé de le faire, d'aller au-devant des groupes d'utilisateurs. On doit changer les UID et les GID. C'est quoi ça, les UID? C'est les numéros d'identification propres à votre compte. À chaque fois que vous utilisez, vous créez un fichier, il y a un numéro qui est associé à ce fichier-là. Si c'est vous qui l'avez modifié, c'est votre UID, identifiant utilisateur. Vous avez un identifiant groupe aussi. Vous êtes dans le groupe Bernachet, il y a un code pour ça. Ça vous permet de partager des fichiers à l'intérieur de votre groupe. Donc, mais en allant dans l'environnement de Valeria, on est obligé de s'ajuster. Donc, d'utiliser les mêmes plages de nombre. Donc, on n'était pas dans les mêmes plages de nombre de Valeria. Donc, nous, on doit changer ces numéros-là sur tous vos fichiers. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que pour pas que vous soyez en train d'utiliser l'ordinateur. Donc, c'est un changement que Stéphane va faire. Ça peut prendre, dépendamment du nombre de fichiers que vous avez, ça peut prendre quelques heures à quelques jours. Les GID, je pense que c'est différent. Et là, présentement, on est allé au-devant des groupes. Donc, on a dit, bien là, vous, on va vous passer, là, on va faire chacun des utilisateurs. Mais je pense que là, il va falloir que ça vienne de vous aussi, là. Et vous nous dites, OK, moi, je serais prêt à y aller. Moi, j'aimerais ça que le changement se fasse, là, parce que là, que vous nous disiez aussi, ben moi, tel jour, là, je suis en cours ou je ne suis pas là, je n'utilise pas la machine, je fais du labo, je n'utilise pas la machine, faites mon changement d'UID. C'est important, ça, c'est vraiment la condition là, essentielle. Pour ce qui est des logiciels, l'environnement logiciel va changer. Actuellement, qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin d'un logiciel, une librairie Python, une librairie R, vous écrivez, Stéphane va l'installer, moi je l'installe aussi. On compile, on installe les librairies pour tout le monde, dans le fond. Là, ça va changer, ça, c'est là. Je vais y revenir plus loin. Une fois que vous êtes dans l'environnement de Valeria, vous devez vérifier les logiciels que j'utilise, est-ce qu'ils sont présents? S'ils ne sont pas présents, bien, vous devez en redemander l'installation. Ça va être fait auprès de l'Alliance numérique. On va y revenir. Pour ce qui est de Python et des librairies associées, c'est la même chose pour R. Vous devez créer un environnement virtuel dans votre compte. Vous installez Python. Donc,
qui arrive de base là, dans l'environnement de Valeria ou de l'Alliance, c'est que les versions des logiciels sont installées. Python 3.10, 3.12, 3.5, etc. R, c'est la même chose. Mais il n'y a pas d'installation de librairie pour tout le monde. Ça, c'est fait dans votre compte. Donc, c'est vous qui gérez les librairies que vous voulez utiliser. Donc, ça, vous allez voir, c'est pas sorcier, là. C'est pour ça que j'ai montré aussi une diapo sur l'Alliance numérique. Parce que dans le fond, c'est l'Alliance numérique. Nous, on va utiliser un système. Les logiciels qui sont installés par l'Alliance, on les utilise ici. Puis les autres qui ont fait une très bonne documentation, on suit cette doc-là. C'est très facile. Mais encore une fois, on est là pour vous le montrer s'il y a des questions. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous demander d'ajuster vos scripts. Vous avez des chemins codés en dur dans vos scripts. Bien là, tout ça va changer. Les chemins vers Python, vers PWA ou les logiciels pour aligner, pour découvrir vos sites. Tout ça va changer parce qu'ils ne seront pas installés dans aux mêmes endroits. C'est probablement le gros point, qui va vous freiner, qui va faire en sorte que vous allez vous dire, ben moi, là, j'ai pas le temps de faire ça, puis et un jour ou l'autre, il va falloir plonger, comme on dit. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le gestionnaire de tâches ne change pas, c'est le même. Donc ça, c'est quand même un gros morceau. Aucun changement pour ça, excepté les noms des partitions. On va probablement ajuster aussi, peut-être pour les remettre au même nom qu'on a ici. Et ça, vous allez voir, c'est pas la gros changement. Donc, celui-là, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous connaissez déjà ça. J'avais venu passer plus de temps sur d'autres questions. Donc, le nœud frontal, donc, il est accessible seulement par le VPN. Donc, vous devez être connecté par Cisco. Vous connaissez Cisco, l'application Uniconnect. Vous connectez quand vous êtes à l'extérieur du campus. Si vous êtes à l'intérieur du campus, c'est direct. Vous êtes sur le réseau de l'université, vous avez accès au nœud frontal. Accès Internet complet. Donc, une fois que vous êtes là-dessus, vous pouvez télécharger des fichiers, envoyer des fichiers à l'extérieur. C'est l'endroit à utiliser pour préparer et soumettre vos tâches à Nextcloud. C'est l'environnement qui est utilisé pour gérer vos environnements logiciels. Donc, la connexion au nœud frontal de Valeria, une fois que vous êtes inscrit, une fois que votre supérieur est inscrit aussi, SSH, module, @login.valeria.ca. Exactement le même logiciel que vous utilisez si vous êtes sur Windows, Linux ou Mac. Qu'est-ce que vous utilisez? Moi, je suis sur Mac, j'utilise iTerm. Pour vous, n'importe quel autre logiciel va faire l'affaire. Donc, quelques exemples, juste des copies d'écran. Je vais revenir avec ça la semaine prochaine parce que j'organise un atelier ici même. Donc, vous ouvrez votre terminal, votre application pour ouvrir un terminal. En haut, ma ligne de commande pour me connecter. Je rentre mon mot de passe, puis je suis sur le nœud frontal de Valeria. C'est aussi simple que ça. Une fois rendu là, ben, il y a des petites subtilités qui vont arriver. Là, mais... Donc, qu'est-ce que je vois dans mon compte? Donc, vous êtes habitué à ça, la lecture, les permissions, l'utilisateur, les dates de modification. Donc, ce que vous voyez ici, donc, j'attire votre attention sur trois choses. En fait, vos données de projet, vous allez les mettre dans ce répertoire-là ici. C'est vraiment important. L'environnement, le dossier Scratch, c'est pour faire du calcul, pour faire des trucs. Donc, c'est très, très rapide, mais ça, il n'y a pas de protection là-dessus. Vous devez débarrasser de cet environnement-là quand vous avez terminé. Puis vous avez ici mon compte IBIS. Je reviens aussi pour le dossier project. Ça, c'est vraiment une particularité vraiment intéressante là-dedans. C'est la façon que c'est fait que je n'ai pas pensé à vous montrer l'intérieur parce que je participe sur plusieurs projets. Donc, si vous avez des collaborations avec différents chercheurs de l'Université Laval, donc que ce soit vous êtes dans le labo de Bernatchez, mais vous pouvez
vous pouvez participer au projet chez François Bellezile, chez Roger Lévesque. Donc, on va vous donner les accès à ces partitions-là. Ça va apparaître dans le dossier projet. Donc, c'est vraiment là, donc ça ne va pas gruger de votre espace 10, votre quota. C'est vraiment, vous avez accès direct aux partitions de ces projets-là. Là, ce qu'on voit ici en haut, en bleu turquoise, donc mon compte IBIS. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que vous voyez votre partition IBIS quand vous êtes sur Valérie. Donc là, c'est un lien symbolique. Si on va dans la partition /MNT/IBIS, on voit toutes les partitions ici des chercheurs que vous voyez quand vous êtes sur Monica. Si vous allez dans /project, par exemple, on appelle ça comme ça ici à l'IBIS, vous allez voir ces partitions de groupe-là. Vous ne pouvez pas aller dedans si vous ne faites pas partie de ce groupe-là, mais vous pouvez les voir. La même chose sur Valéria. Donc, vous êtes dans le groupe Christian Landry, sa partition est là. Donc, pour pouvoir avoir accès directement, facilement dans votre compte, vous créez un lien symbolique qui va aller pointer vers votre compte sur notre partition IBIS. Et là, vous allez pouvoir créer un fichier SLUR, envoyer le logiciel lire des fichiers qui sont sur la partition IBIS, puis les faire écrire dans votre partition projet. Donc, tout ça est possible. C'est possible de le faire dans l'environnement de Valéria. Ce qu'on voit aussi, c'est que j'ai créé un dossier Python 3.6. Donc, j'ai créé un environnement virtuel dans lequel j'ai installé des librairies. Quand je veux utiliser des programmes Python pour aller utiliser ces librairies-là, je dois changer le chemin là, vers où pointe mon exécutable, puis où pointe aussi les librairies installées. Donc, tout ça, là, ça va devenir l'environnement de base là, routinier pour à partir de bientôt. OK. Je vais entrer un peu plus dans le détail pour le portail de Valéria. Donc, quand vous vous connectez sur Internet, valeria.science, la page d'accueil, vous avez en haut, vous voyez un menu pour s'inscrire, puis un menu de connexion aussi. Donc, peu importe où vous êtes, ou mettons, vous n'avez pas votre ordinateur, ou vous l'avez, mais vous êtes à l'extérieur du pays, vous voulez vous connecter sur le portail de Valéria dans votre compte, vous pouvez le faire par là. Vous avez des collaborateurs. Actuellement, là, c'est un peu problématique. Si vous avez un collaborateur externe de l'université, il n'y a pas d'idule. On peut l'inscrire quand même de Valéria. On va lui créer un faux idule, un code qui va ressembler beaucoup à ce qu'on a ici, mais qui ne sera pas enregistré dans la librairie des identifiants de l'université. Donc, cette personne-là va pouvoir se connecter, on va pouvoir l'ajouter dans le projet du groupe. Il va pouvoir avoir accès à un dossier aussi à son nom. Donc, ce qui est très, très intéressant parce qu'on le sait, vous avez des projets souvent avec des collaborateurs externes. Donc, si je clique sur le bouton connexion, j'ai une fenêtre de connexion où je rentre mon idule et mon mot de passe. Je clique sur connecter. Une fois que je suis connecté, là, c'est mon environnement, c'est ma boîte à outils. Donc, j'ai mes outils, mon stockage, je peux gérer les différentes ressources que j'utilise. Moi, ce que j'utilise, en fait, quand je veux transférer des fichiers, je me connecte par là, j'ouvre le Globus, pour faire un transfert de fichiers, définir à qui je veux envoyer mes fichiers. Pour me connecter à Jupyter, j'utilise ce bouton-là ici. Le GitLab, la collecte des données aussi avec le CAP. C'est toutes des choses qui sont accessibles par ce portail-là. Juste quelques exemples. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, là, mais juste pour vous montrer, dans le fond, connexion par Jupyter. Donc, je clique sur le bouton ici, lancer en bas à gauche. Donc, il va m'ouvrir une fenêtre. Donc, je suis déjà connecté, là. Première fenêtre où j'autorise de démarrer le serveur. Là, vous ne voyez pas, c'est écrit dans la petite boîte bleue, mais c'est démarrer le serveur.
Après ça, il me donne des options pour mon serveur ici, que là, je prends les options par défaut, mais je peux changer certains paramètres. Puis une fois que j'ai ça, ben, en fait, j'ai accès à ces outils-là ici. Alors, je peux ouvrir un terminal, puis là, je vois mon compte ici, puis je peux travailler là, ici. Là. Je peux ouvrir des fichiers, créer des fichiers Slurm, je peux soumettre des tâches à Slurm. L'environnement RStudio, je peux utiliser un interpréteur Python aussi. Donc, ça, c'est en ayant accès à tous vos fichiers qui sont dans votre compte, là, dans votre compte sur Valeria. Donc, les autres outils disponibles. Donc, pour le transfert des données, on a Globus. Les collectes de données, ça, je ne l'ai pas utilisé, mais ça, on pourra le voir dans les prochaines semaines avec nos gens de chez Valeria. Puis la gestion des sources avec GitLab. Donc, ça, c'est l'équivalent de GitHub, mais en mode local ici. Pour le transfert des données, ben, Globus, je vais insister un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment l'outil qui va être privilégié. Vous voulez transférer des données à un utilisateur externe dans un autre pays, une autre province ou une autre ville. Vous pouvez aller définir un répertoire dans votre dossier. Puis après ça, vous allez pouvoir autoriser une personne à avoir accès à ce dossier-là. Vous lui envoyez le lien. Cette personne-là va juste avoir un identifiant Globus, un Globus ID. Elle va se connecter sur un compte Globus. Elle va écrire le lien, puis elle va aller directement dans votre dossier. Et après ça, il ou elle va pouvoir télécharger ses fichiers ou vous pousser des fichiers aussi. Donc ça, c'est très simple par rapport à notre système présentement où là, on crée un dossier, on configure le SRTP, le mode de transfert. Avec Globus, c'est plus facile et beaucoup plus performant. Bon. C'est sur Globus. OK. Pour l'environnement logiciel, un mot important. C'est important vraiment que vous compreniez qu'est-ce qu'on utilise et pourquoi on utilise ça. En fait, on appelle ça le système CVMFS. Pourquoi CVM? Ben, c'est le CERN Virtual Machine File System. Puis le CERN, ben, c'est le Conseil européen sur la recherche nucléaire. Le CVMFS a été développé pour les chercheurs, justement, sur le Grand Collisionneur de Hadron, pour pouvoir, en fait, installer les logiciels à un seul endroit, puis les utiliser sur plusieurs systèmes différents. Donc, faire seulement une installation. Donc, une seule copie de chaque logiciel est conservée, peut être propagée sur plusieurs sites. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est le CVMFS que Calcul Canada a installé, a déployé sur ses serveurs, puis nous, on utilise ici. Donc, de la même façon, c'est propagé ici. Donc, pour installer, vous installez sur le nœud frontal de Valeria, vous vérifiez si le logiciel est disponible avec module Spider. Par exemple, ici, j'ai tapé un exemple BWA. Les gens connaissent souvent ça, BWA, logiciel d'alignement. S'il n'est pas installé, bien là, vous faites une requête à l'Alliance de recherche du Canada. Puis eux vont l'installer. Et automatiquement, bien, nous, on va le voir ici sur notre plateforme, sur nos plateformes à Valeria. Donc, c'est super simple. Sauf que ce n'est pas Stéphane qui va faire l'installation, ça va être quelqu'un, ça peut être Charles Coulomb, qui est ici juste à côté, qui peut faire l'installation, ou d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un super système. Ça évite la redondance d'avoir à installer plusieurs fois le même logiciel sur autant de serveurs que nous avons. Une particularité, par contre, comme je vous ai parlé avec Python, on utilise beaucoup Python pour faire notre développement, pour faire nos analyses. Ben, Python, lui, en fait, l'exécutable de base est installé sur les serveurs, mais vous devez créer un environnement logiciel. Et après ça, utiliser Pip pour faire l'installation des librairies dans cet environnement. Donc, encore une fois, toute la documentation est sur le site de l'Alliance numérique du Canada. On va y revenir à partir de la semaine prochaine. Donc, on va avoir des ateliers. On va aller là-dedans en détail. On va faire des exemples avec vous, avec ce que vous pouvez utiliser dans votre compte, pour vous montrer comment ça fonctionne,
ça devienne de plus en plus simple pour vous aussi de faire. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à chaque fois. Peut-être que les gens de l'Alliance ne pourront pas le faire, mais nous, ici, on va le faire. Que ce soit nous, les gens de Valeria, on peut s'asseoir avec vous, on peut par le biais de Teams, Zoom ou en présence, si vous préférez. On peut venir ici, on peut allouer tous nos mardis midi dans les prochaines semaines pour être présent, puis faire de l'installation pour vous, revoir avec vous les différents outils que vous pourriez avoir besoin. Je vais faire le tour avec vous. Donc, soutien technique, là, il y a quand même plusieurs personnes, là, nous, on est toujours là. Éric fait partie de la plateforme maintenant, aussi Éric Normando. On est 3 ici. Chez Valeria, il sont quand même plusieurs personnes. Puis il y a toujours les gens de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, il y a quand même beaucoup de monde pour vous aider. Donc, à surveiller prochainement. Donc, j'ai déjà réservé cette salle ici, mardi prochain à midi, pour faire du dépannage. N'hésitez pas à venir avec vos portables. Moi, je vais avoir le mien ici. On va vous montrer. On va ouvrir les écrans. On va prendre vos demandes. On va tout régler ça un par un s'il faut. Puis on va, s'il faut revenir le mercredi, on reviendra pour les autres. Et n'hésitez pas, là, on va mettre tous les efforts qu'il faut pour rendre cet environnement-là le plus digeste possible. Tous les changements, en fait, pas l'environnement, mais les changements que vous allez avoir à subir, là, on va les revoir avec vous autres. Vous avez des questions, vous n'avez pas compris, venez nous voir. On va répéter, il n'y a pas de problème pour nous autres. Il faut surveiller aussi les offres de formation données par l'équipe de Calcul Québec. Ça, c'est important. Moi, je les rediffuse quand je les reçois. Et malheureusement, c'est des formations qui ne sont pas très suivies. Pourtant, c'est vraiment la base. Ce n'est pas des formations à des niveaux très avancés. C'est vraiment les débuts là, du système Bash, l'utilisation de Python aussi, puis les environnements de calcul, les environnements numériques qu'on utilise ici. Donc, c'est vraiment important. Suivre ces formations-là, éventuellement, moi, ce que je souhaiterais, c'est que ça devienne un peu comme du CINTUD. Si vous voulez utiliser un serveur, bien, vous allez être obligé éventuellement peut-être de suivre ces formations-là. Je pense que ça serait essentiel. Vous ne savez pas, mais à un moment donné, il y a toujours des trucs. On va des formations, on pense qu'on en sait suffisamment, mais il y a toujours des petits trucs qui nous sont donnés. Ça, c'est vraiment important. C'est ça qui va faire la différence. Donc, j'ai terminé ici. Merci pour l'écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Une autre, on a la slide de CVMEPS. Pour les logiciels, l'avantage de ça aussi, c'est la grande incompatibilité avec Calcul Canada. Puis à la plateforme nationale, il y a aussi des ressources qui sont disponibles. Fait que de faire le saut, c'est pas du temps perdu. Ça vous permet d'unifier vos choses, de les rendre portables vers ce qu'à Calcul Canada, là, maintenant l'Alliance. Donc, il y a des ressources aussi. Oui. Oui, il y a des files d'attente des fois, mais d'autres fois, qu'il y a des types de machines que des types Pigment. Ce que j'en sais, c'est pas 100% utilisé, donc il y a peut-être du débordement possible et gratuit. Oui, puis c'est important aussi de prendre le temps d'aller explorer les différentes plateformes. Comme là, attendez pas d'être mal pris, attendez pas que Manitou, dans les prochaines semaines, le temps qu'on fasse l'immigration, soit surchargé pour aller explorer dans les Valeria, pour aller explorer l'environnement de l'Alliance numérique. Prenez le temps, vous avez 1 heure, allez-y dessus, allez juste vous connecter, essayez de voir comment ça fonctionne, faites des tests. Parce que le jour où nos serveurs sont surchargés, là, vous le savez, vous pouvez y aller dessus. Là. Puis là, vous pouvez transférer des fichiers avec Globus, puis après ça, vous lancez vos tâches. C'est vraiment important de connaître les différents environnements puis avoir plusieurs cordes à votre arc. Le jour où il y en a un, ça arrive, on en fait des mises à jour. Des fois, on est obligé d'arrêter les systèmes, qu'Attaque Médito sont fermés. Donc là, après ça, il reste Valeria. Ben, Valeria, on va en avoir aussi des mises à jour à faire. Des fois, ça va arriver qu'on va fermer des serveurs. Alors après ça, ben là, il va y avoir l'Alliance. Une fois que vous êtes habitué, vous l'avez déjà fait, ben là, vous ne serez pas perdu. Si vous avez quelque chose d'urgent à faire, ben là, vous pouvez déjà savoir, OK, ben moi, je sais, les logiciels sont déjà tout installés, je l'ai déjà demandé, capable d'installer une librairie Python, capable de transférer des fichiers. Donc, c'est vraiment là, de l'explorer, mais de ne pas attendre d'en avoir besoin pour faire l'exploration.
Oui. Pour aller explorer, il faut avoir fait le changement de ID et GID. Pour aller explorer Valéria, déjà, au début, tu disais qu'il fallait qu'on change les ID et les GID. Oui, c'est ça. Il faut que les modifications soient. En fait, non. En fait, les modifications de UID et de GID, en fait, c'est pour voir ta partition IBIS. OK. Il faut quand même déjà regarder à quoi ressemble l'environnement. Exactement, c'est ça, exactement. C'est que si tu es déjà inscrit, puis tu peux te connecter avec ton IDUL, là, tu peux aller voir, mais tu ne verras pas tes fichiers IBIS, mais tu peux explorer l'environnement, tu peux faire un module Spider, puis aller voir. Tu fais juste module Spider, puis tu vois tous tes logiciels installés. Tu fais le tour de ça. S'il y en a qui ne sont pas installés, déjà, tu te fais une liste. Après ça, tu envoies ton courriel, tu dis, ben moi, j'ai besoin de tous ces logiciels-là. Ben, eux autres, à l'autre bout, Calcul Canada, ben, ils vont les prendre, ils vont tous les installer. Après ça, tu vas faire la même chose, ben là, pour ton environnement virtuel, Python, ben, s'il n'est pas fait, ben, tu le fais. Après ça, ben, là, tu commences à installer tes librairies. Pour notre groupe, les UID sont presque tous transférés déjà. Oui, Tom? Pour le transfert des fichiers avec Globus, là, moi j'utilise SCP par exemple. D'habitude, est-ce que je peux continuer à utiliser ça pour transférer Oui, pour de ma machine? Okay. Et sur le nœud frontal, par exemple, sur Valéria, tu vas pouvoir l'utiliser, mais souvent, ben, c'est sûr que si tu as un gros fichier, ben, ça peut être long. Donc là, il faut que tu vérifies là, pour pas qu'il y ait d'interruption, que tu lances dans un screen, ça va être. Je dirais qu'avec l'autre campus, c'est une bonne façon, mais aussitôt qu'on veut sortir vers Calcul Canada ou à l'externe, le lien Globus, on l'a peut-être sur le diagramme d'architecture, on a un lien 100 gigabits vers Calcul Canada, Canary, le RISC, ce qui est des gros graphes de calcul en Amérique du Nord, voire même dans le monde, on a un lien dédié pour ça. C'est sûr que c'est la méthode à privilégier, mais je dirais qu'il faut continuer à fonctionner avec S5 et SCP. Mais par contre, R5 et SCP, à partir de l'extérieur vers la login, ben, pas accessible d'Internet. Vous pouvez sortir. Le problème avec SCP, c'est que tu dois être enregistré sur un autre serveur ou une autre personne te donne un accès à un autre serveur. Tandis qu'avec Globus, c'est que tu as un Globus ID, l'autre personne a un Globus ID, bien, obligé d'avoir un accès à ton serveur. On va le voir la semaine prochaine. Je n'aurai pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais tu vas dans ton compte, tu ouvres Globus, l'application de l'outil Globus de Valéria. Là, tu vas définir un dossier de partage. Tu vas créer un lien de partage sur un dossier. Tu vas aller pousser tes fichiers là-dedans. Puis après ça, tu vas dire, OK, avec qui moi je veux partager? Là, tu vas rentrer l'adresse courriel de la personne. Puis là, lui, elle, cette personne-là, si elle a déjà un Globus ID, elle va pareil. Fait que tu la sélectionnes. Puis après ça, le Globus va lui envoyer un message. Tu lui envoies un message. Je ne me rappelle plus exactement, mais tu lui envoies un courriel. Tu lui dis, ben là, les fichiers sont dans ce dossier-là. Puis, elle va juste voir ça. C'est sécuritaire. Elle ne va pas avoir besoin de se connecter au serveur. Ou non plus sur une autre machine. C'est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide. J'ai une question. Je ne connais pas ton nom. Bruno. Bruno, c'est Eric Normando. Y a-t-il d'autres couches qui fait que Globus est plus rapide que, mettons, RC? Autre que l'on serait sur une connexion qui elle-même est plus rapide? La connexion plus rapide, c'est du grid FTP, c'est un protocole qui peut utiliser plusieurs canaux en parallèle pour aller exploiter le maximum de la bulle TCP, ce qui roule le réseau sur le système d'exploitation. Donc, il va paralléliser, il va chunker les fichiers, il va les envoyer en parallèle. C'est nous qui définit, dans le fond, parce qu'on a un parallèle de 16 actuellement, donc ça l'aide d'avoir plusieurs flux en parallèle. C'est vraiment une des raisons pourquoi c'est plus rapide. Okay. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, n'oubliez pas, la semaine prochaine, je vais renvoyer un rappel à tous Ibis, pour être ici, peut-être Bruno, Stéphane. En tout cas, on va du monde ici pour vous aider. Entre-temps, si vous avez le temps, faites-le. Sinon, si vous n'avez pas le temps, venez ici avec vos portables, avec vos ordi. Si c'est la première fois, on va faire la démarche ensemble. Peut-être s'inscrire d'avance, mais l'inscription, non, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est plus facile à partir, puis on va pouvoir passer du temps sur l'essentiel, je pense. C'est quoi un peu la présentation qui s'en vient la semaine prochaine? Ça va être un atelier. Ça va être un atelier pratique.
Vraiment, là, Se connecter, avoir accès à son compte, puis c'est ça. Ouais, module, load, module spider. C'est ça. L'environnement virtuel de Python. Mais comme le dit Jérôme sur le site de l'Alliance, c'est très bien documenté. Ouais. En étant compatible, on bénéficie de la documentation qui est faite, on n'a pas à la refaire. Puis vous êtes l'apprendre, ça va être un investissement. Ouais. On pourra voir Globus aussi, on pourra voir le GitLab, on pourra voir les environnements là, sur JupyterHub aussi. En fait, les 4 outils là, qui étaient disponibles. Si on a le temps, ben, sûr que le CEF, normalement, à chaque personne, chaque groupe a 4 Tera sur CEF. On pourra regarder aussi. Ça prendra un atelier à part entière, je pense. Hein? Ça, on pourrait faire un. On pourra faire un atelier à part entière. Fait que c'est ça, c'est qu'on pourra. Ouais. N'hésitez pas. Merci beaucoup.